Bienvenue à tous. Je m'appelle Claudine Chevrier du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, ou le CCNMI. Bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada, destiné aux fournisseurs de soins de santé sur le sujet d'aujourd'hui, la grippe saisonnière de 2023-2024. C'est en collaboration avec le CCNMI. Le CCNMI est financé par l'Agence de la santé publique du Canada pour fournir des connaissances et des données probantes à utiliser dans la planification et des politiques de santé. Il soutient l'Agence dans l'application de ces connaissances. J'aimerais souligner que le CCNMI est situé à l'Université du Manitoba sur les terres originales des peuples Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Dakota et Dene et sur la terre natale de la nation Métis. C'est de là que je me joins à vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais mentionner quelques points d'ordre technique. Donc, nous organisons ce webinaire en utilisant Zoom, comme vous avez sûrement remarqué. Si vous avez des problèmes techniques avec Zoom, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse courriel qui est à l'écran, donc le nccid@commercialumanitoba.ca. Alors, j'aimerais présenter et accueillir notre intervenant pour le webinaire d'aujourd'hui, le Dr. Jesse Papenburg. Le Dr. Papenburg est le président du groupe de travail sur la grippe du CCNI. Il est professeur adjoint de pédiatrie et membre associé du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. Sa pratique à l'hôpital de Montréal pour les enfants du Centre universitaire de santé McGill se concentre sur les maladies infectieuses pédiatriques et la microbiologie médicale. Il se joint à nous aujourd'hui de Montréal. Alors, voici les divulgations pour la présentation d'aujourd'hui. Et voici les objectifs d'apprentissage pour la présentation. À la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure de discuter de l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière avec la population canadienne, d'identifier et d'aborder les obstacles à la vaccination contre la grippe saisonnière, de mettre en application les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, ou le CCNI, sur la vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison 2023-2024, et d'identifier ou accéder au conseil du CCNI, aux lignes directrices canadiennes sur l'utilisation des antiviraux contre la grippe et à d'autres ressources pertinentes à la vaccination et au traitement de la grippe au cours de la saison 2023-2024. Alors, je voudrais maintenant passer la parole au Dr. Papenburg. À vous, Dr. Papenburg. Bienvenue. Merci beaucoup, Claudine, puis bienvenue à tout le monde aujourd'hui à notre webinaire. Donc, on va commencer par parler du fardeau de la maladie qui est associé à la grippe saisonnière et quelles sont les populations qui sont les plus à risque. Prochaine diapo. Donc, on a beaucoup de données avant la pandémie de COVID-19 et on sait que le fardeau de la grippe varie d'une année à l'autre. Et on sait aussi qu'une réduction de cette morbidité, de cette mortalité qui sont associées à la grippe permettrait de diminuer le fardeau sur le système de soins de santé. Dans le monde, on parle de chaque année la grippe saisonnière qui cause environ 1 milliard d'infections, 3 à 5 millions de cas graves, besoin d'hospitalisation et des centaines de milliers de décès. On pense que historiquement, le taux d'attaque annuel mondial est d'environ 5 à 10 chez les adultes et de 20 à 30 chez les enfants. Donc, à chaque année, ces proportions-là attrapent la grippe selon les estimés de l'OMS. Au Canada, plus spécifiquement, la grippe et la pneumonie sont classées parmi les 10 principales causes de décès au Canada. Et chaque année au Canada, on estime que la grippe cause environ 3 500 décès et plus de 12 000 séjours hospitaliers. Prochaine diapo. Bon, c'est sûr que l'activité grippale atteint des niveaux historiquement faibles, presque nuls, pendant la première année suivant la pandémie de COVID-19. Mais on pense qu'on a maintenant un retour à des tendances grippales plutôt de type pré-pandémique. Donc, on s'attend à avoir une saison prochaine qui serait plus semblable à une saison typique de la grippe saisonnière.
Euh, en 2022-2023, ce que vous voyez sur la figure en bas, c'est la courbe en bleu foncé complète. On voit que cette année de passée de grippe a été une année quand même assez intense, surtout au niveau pédiatrique, et surtout plutôt hâtive. Donc, on voit que la courbe était vraiment avant la moyenne qu'on vivait dans les années pré-pandémiques, avec un pic qui a eu lieu durant le mois de la fin du mois pardon, durant le mois de novembre, donc assez tôt, alors que souvent nos pics d'activité grippale ont lieu en plein hiver, dans le mois de décembre, janvier ou février. Prochaine diapo. Donc, comme je mentionnais, l'année passée, on a eu un début assez hâtif. C'est une saison où le virus A H3N2 était prédominante et tel que j'ai mentionné, on a eu un impact plutôt démesuré sur les jeunes enfants et les adolescents. Les hôpitaux pédiatriques ont vraiment eu à gérer beaucoup de visites à l'urgence, beaucoup d'hospitalisations au mois de novembre de l'année passée. Et c'est une année où est-ce que 42% des détections étaient chez les personnes âgées de 0 à 19 ans, ce qui est un peu inhabituel quand c'est le H3N2 qui prédomine. Le H3N2 a plutôt tendance à causer de la morbidité chez les aînés, alors que le H1N1 a plutôt tendance à avoir plus de morbidité chez les enfants. Donc, les provinces et territoires ont signalé un nombre d'hospitalisations, d'admissions, unités de soins admissions en unités de soins intensifs et de décès associés à la grippe plus élevé que d'habitude par rapport aux saisons précédentes, en particulier chez les enfants. Ce taux d'incidence d'hospitalisation pédiatrique qui est resté élevé pendant plusieurs semaines, bien au-delà des niveaux historiques les plus élevés. Donc, on parle vraiment de la pire année depuis la pandémie de 2009 en pédiatrie. En termes de couverture vaccinale contre la grippe en 2022-23, on est revenu au niveau pré-pandémique d'environ 43 après qu'il y ait une légère baisse à 39 au niveau national chez les adultes en 2021-2022. Toutefois, il n'y a pas vraiment d'augmentation significative dans les dernières années pour atteindre l'objectif national de couverture contre la grippe de 80 pour les personnes à haut risque. Donc, il y a encore du travail à faire. Prochaine diapo. Les symptômes typiques de la grippe, on parle des symptômes cardinaux de fièvre, toux, douleurs musculaires, ce sont les symptômes les plus classiques, mais il peut y avoir aussi maux de tête, frissons, se sentir fiévreux, de la fatigue, perte d'appétit, mal de gorge, écoulement nasal, congestion nasale. Euh, Chez certaines personnes, plus fréquemment chez les enfants, la grippe peut aussi être associée à des nausées, des vomissements, des diarrhées. Et l'infection grippale peut également aggraver certaines maladies chroniques, les maladies cardiaques, respiratoires. La plupart des gens, par exemple, vont se rétablir en 7 à 10 jours, mais une maladie grave, toutefois, peut se développer. Et certains groupes présentent un risque accru de complications et d'hospitalisation liées à la grippe. Prochaine diapo. On voit ici les différents symptômes chez différentes infections respiratoires et on voit que ces symptômes-là peuvent se chevaucher. Donc, étant donné qu'il peut y avoir une co-circulation de la grippe avec d'autres virus respiratoires, typiquement, ça arrive parce que d'autres virus respiratoires circulent durant l'hiver. Donc, c'est important, ça peut compliquer le diagnostic clinique, c'est difficile de vraiment de bien identifier précisément les cas d'infection respiratoire aiguë qui sont dus à l'influenza et non pas à un autre virus respiratoire. Et ça aussi, ça a une implication sur la gestion thérapeutique puisque nous avons des antiviraux spécifiques à l'influenza et aussi pour la COVID-19 chez des personnes à haut risque. On sait que on voit que la prévalence de la fièvre et des maux de tête est plus élevée chez les personnes atteintes de la grippe comparativement aux autres virus respiratoires. On voit ça en bas, dans le coin en bas à gauche. Si vous voyez l'influenza, c'est la ligne bleue.
pour ce qui est de la fièvre. Mais les personnes âgées en particulier peuvent avoir une absence de fièvre ou des symptômes atypiques. Donc, le chevauchement des symptômes entre les maladies respiratoires souligne l'importance d'un diagnostic approprié et l'utilisation d'antiviraux, en particulier chez les groupes à haut risque, comme je mentionnais, autant pour la grippe que pour la COVID-19. Et ça, c'est particulièrement important en milieu hospitalier où est-ce qu'on voit les cas plus graves ou à risque de complications plus élevées. Prochaine diapo. Les grippes A et B sont les principaux types de grippe qui provoquent des éclosions saisonnières chez l'humain. Les souches d'influenza A sont classées en sous-types en fonction de deux protéines de surface, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ce sont des glycoprotéines qui engendrent la réaction immunitaire principale lorsqu'on a une infection naturelle contre l'influenza. On développe des anticorps contre l'hémagglutinine et la neuraminidase qui peuvent nous protéger par après. Les virus de grippe A ont causé des infections à grande échelle chez les humains au cours des dernières décennies. Et on a surtout les sous-types d'H1, H1, H2 et H3, bien que présentement, il y a uniquement le H1 et le H3 qui circulent, et les deux sous-types de NA, le N1 et le N2. Pour ce qui est de l'influenza B, ce virus a évolué en deux lignées principales, le virus de type la lignée Yamagata ainsi que la lignée Victoria. Donc, dans les vaccins trivalents, on retrouve toujours un représentant de virus H1N1, un représentant H3N2 et un représentant soit la lignée Yamagata ou Victoria. Et dans les vaccins quadrivalents, on retrouve les deux lignées d'influenza B. Au fil du temps, il va y avoir une variation antigénique, ce qu'on appelle une dérive antigénique des souches de type A ou de lignée B de la grippe. Donc, c'est des petits changements qui font en sorte que le virus peut tranquillement évader l'immunité qui est développée dans la population. On parle de petits changements au courant d'une année à l'autre. Mais de grands changements, donc des changements antigéniques, un réassortiment de gènes, peut également se produire chez les virus de type A. Et ce sont ces réassortiments de gènes, souvent avec des virus de type d'origine porcine ou aviaire, qui se mélangent avec des virus d'origine humaine, qui peut engendrer un virus avec potentiel de pandémie. Prochaine diapo. Maintenant, chaque année, les vaccins contre la grippe sont mis au point en fonction des variations du virus de la grippe d'une année à l'autre. Donc, étant donné qu'il y a cette dérive antigénique potentielle, on doit reformuler les souches qui sont contenues dans les vaccins à chaque année. Et ces décisions par rapport à quelles souches vont être contenues sont faites à partir des observations de surveillance mondiale et c'est l'OMS qui détermine ensuite les composants du virus à inclure dans le vaccin. Donc, c'est important d'essayer de. C'est sûr que ce sont des prédictions qu'on fait par rapport à quelles seront les souches qui vont circuler la saison qui vient. Donc, ça peut engendrer une efficacité plus ou moins bonne selon la fiabilité des prédictions qui ont été faites. J'ai mentionné qu'il y a les vaccins trivalents et quadrivalents qui comprennent 3 ou 4 souches avec les représentants principaux que j'ai mentionnés tout à l'heure en termes de H1N1, H3N2 et les deux types, les deux lignées de influenza B. Maintenant, si jamais la souche qui circule est différente de ce qui a été mis dans le vaccin ou qu'il y a des changements qui ont lieu durant la saison, on peut voir une perte de l'efficacité vaccinale à ce moment-là. Il y a aussi d'autres facteurs qui influencent l'efficacité vaccinale, entre autres l'état de santé, l'âge de la personne peuvent influencer l'efficacité du vaccin dans un individu. Et on sait aussi que l'immunité qui est produite par le vaccin
va diminuer avec le temps. Donc, ça, c'est une deuxième raison pour laquelle on doit se faire vacciner à chaque année contre la grippe, non seulement parce que le virus change et on a besoin de changer les composants du vaccin, mais aussi parce que les anticorps qu'on développe contre les souches d'influenza qui sont dans le vaccin vont s'estomper avec le temps et on a besoin d'avoir un rappel à ce moment-là immunologique pour remonter nos niveaux d'anticorps et avoir le plus de chances d'être protégé contre les virus circulants. Prochaine diapo, s'il te plaît. Maintenant, voici les recommandations pour les souches qui sont contenues dans le vaccin pour la saison 23-24. Voici les 4 souches donc pour les vaccins quadrivalents. On voit ici la nomenclature. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est juste une façon de décrire la souche particulière de H1N1, la souche particulière de H3N2, la lignée Victoria et la lignée Yamagata. Prochaine diapo. On est chanceux qu'au Canada, en fait, on n'est pas chanceux, mais on peut être fier du fait qu'au Canada, ce sont des épidémiologistes et des chercheurs en influenza et de vaccinologie qui ont vraiment mis en place un excellent système de surveillance pour surveiller l'efficacité vaccinale sur le terrain année après année. Et ce réseau de surveillance a été, je dirais, émulé et copié vraiment presque partout dans le monde maintenant. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis presque 2 décennies au Canada. Et on voit dans la figure à droite qu'il y a une variabilité en termes de l'efficacité vaccinale pour réduire les risques de consultation médicale pour une infection à influenza. Donc, ce sont les données canadiennes que nous voyons ici. Mais c'est important de continuer à faire cette surveillance-là. Prochaine diapo. Bon, on sait que le vaccin réduit le risque de consultation médicale et hospitalisation contre l'influenza. Et donc, c'est très important qu'on essaie, surtout chez les personnes qui ont des facteurs de risque pour une maladie plus sévère, donc qui vont bénéficier le plus de cette protection-là, on veut qu'ils aient un taux de couverture de 80. Mais comme vous pouvez voir, dans les 4 dernières années, on n'a pas vraiment eu des grands changements en termes de couverture vaccinale au Canada. Et malheureusement, chez nos aînés de 65 ans et plus, on est en dessous de la barre des 80. Et pour les adultes avec maladie chronique, on est environ à la moitié de ce qu'on viserait en termes de couverture vaccinale. Donc, du travail à faire, en particulier chez ces personnes-là à haut risque. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui est de la vaccination durant la grossesse, on sait que la grossesse elle-même est un facteur de risque de maladie compliquée pour la personne enceinte et donc on veut protéger la future mère parce que ce qui est bon pour la personne enceinte est bon pour le bébé aussi. Et ensuite, on sait qu'il va y avoir un passage à travers le placenta des anticorps engendrés par la vaccination qui vont protéger le nouveau-né durant les 6 premiers mois de vie, alors que les jeunes nourrissons ne sont pas éligibles pour la vaccination avant l'âge de 6 mois. Donc, il y a des études randomisées qui démontrent que la vaccination durant la grossesse protège la personne enceinte des hospitalisations et des issues d'influenza et aussi protège le nouveau-né. C'est pour ça qu'on recommande la vaccination durant la grossesse. Malheureusement, seulement environ la moitié des personnes enceintes ont été vaccinées contre la grippe en 2021. Et il y a quand même il y a beaucoup de variabilité à travers les provinces là-dedans. Et on sait que il y a eu un impact de la pandémie sur la vaccination. En fait, 77 des femmes ont déclaré que ça n'avait pas eu d'impact. Il y a 6 des femmes qui ont déclaré être moins inclinées à se faire vacciner, alors que 17 ont déclaré être plus enclins à se faire vacciner. Prochaine diapo.
Les femmes qui avaient reçu une recommandation de vaccination de la part de leur fournisseur de soins de santé primaire pendant la grossesse étaient plus susceptibles de se faire vacciner contre la coqueluche et la grippe, telle que recommandée pendant la grossesse, que celles qui ne l'avaient pas fait, qui n'avaient pas reçu de telles recommandations. Donc, on voit vraiment qu'il y a un impact des personnes qui suivent, que ce soit les personnes enceintes ou d'autres personnes avec peut-être des conditions chroniques qui les placent à haut risque. Vraiment, on sait que la recommandation d'un médecin, d'une infirmière ou d'un autre personnel de la santé peut avoir une grande influence sur la susceptibilité à se faire vacciner d'une personne. Prochaine diapo. On a justement renouvelé et revu et fait un examen de la littérature assez exhaustive sur la vaccination antigrippale pendant la grossesse. C'est oups, c'est un produit qui va être publié bientôt. Donc, on a regardé les données sur l'innocuité, l'efficacité potentielle et l'efficacité réelle sur le terrain de la vaccination antigrippale durant la grossesse, y compris les avantages et les risques pour le développement du fœtus et des nourrissons âgés de moins de 6 mois. Et le CCNI a conclu que les données disponibles confirment l'innocuité et l'efficacité réelle de la vaccination antigrippale pendant la grossesse et que la vaccination antigrippale réduit le risque de grippe et n'a pas de lien identifié avec des résultats négatifs chez les personnes enceintes ni chez leurs enfants. Donc, le CCNI continue de recommander fortement que les vaccins antigrippaux soient proposés chaque année à n'importe quel stade de la grossesse, c'est-à-dire à n'importe quel trimestre. Et le CCNI continue de recommander fortement d'inclure toutes les personnes enceintes, quel que soit leur stade de grossesse, parmi les personnes qu'il est particulièrement recommandé de se faire vacciner contre la grippe. Et nous réaffirmons notre recommandation selon laquelle la vaccination antigrippale peut être administrée en même temps qu'un autre vaccin ou à tout moment avant ou après l'administration d'un autre vaccin, y compris les vaccins contre la COVID-19 ou la coqueluche. Prochaine diapo. Donc, les principaux points à retenir pour l'impact de la grippe. La grippe peut entraîner des complications graves, y compris l'hospitalisation et le décès, en particulier dans les populations à haut risque. La plupart des personnes se rétablissent toutefois complètement en 7 à 10 jours. Pour une protection optimale, il est recommandé de se faire vacciner à chaque année contre la grippe. Les souches de grippe en circulation ont tendance à changer d'une année à l'autre. La vaccination peut aider à prévenir la grippe et ses complications et pourrait empêcher aussi la transmission à d'autres personnes. Et l'efficacité du vaccin antigrippal ne peut pas persister au-delà d'un an. Prochaine diapo. La saison grippale 22-23 a vu le retour des tendances grippales de type pré-pandémique au Canada et la co-circulation potentielle de la grippe, de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires tels le VRS cette saison soulève les inquiétudes pour les populations à haut risque et les capacités de soins de santé, en particulier dans le contexte actuel du système de soins de santé. La recommandation d'un professionnel de la santé de se faire vacciner contre la grippe peut augmenter la probabilité qu'une personne se fasse vacciner. Prochaine diapo. Merci. À toi, Claudine. Merci. Alors, nous sommes arrivés à notre premier sondage interactif de la présentation et on va commencer par une question vrai ou faux. Alors, vous devriez voir la question à votre écran en ce moment. Toutes les réponses sont anonymes, alors pas d'inquiétude. La question est, les personnes âgées de 18 à 65 ans souffrant de maladies chroniques sont plus près de l'objectif de 80 de la vaccination contre la grippe que les personnes âgées de 65 ans et plus. Vrai ou faux? Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, il s'agit de cliquer sur la réponse que vous choisissez. On va vous laisser une minute de plus pour répondre. Alors, on devrait arriver bientôt à la réponse. Voilà.
Alors, beaucoup d'entre vous ont choisi faux et c'est en effet la bonne réponse. Actuellement, les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus proches de l'objectif de 80 de vaccination contre la grippe que les personnes âgées de 18 à 65 ans souffrant de maladies chroniques. C'est donc 74 et 43 respectivement. Il convient donc évidemment de continuer à encourager la vaccination de ce groupe démographique. Alors, nous allons maintenant passer à la section suivante et nous serons de retour avec le docteur Pappenberg. Alors, on peut changer la diapositive. Merci. Donc, prochaine section, c'est le rôle des fournisseurs de soins de santé dans l'adoption des vaccins. Donc, renforcer la confiance, permettre l'accès, identifier et aborder les obstacles à la vaccination. Prochaine diapo. Les conversations sur le vaccin contre la grippe saisonnière pourraient être un peu différentes à l'avenir, surtout depuis la pandémie. Les gens voudront peut-être savoir de quel type de vaccin est le vaccin contre la grippe. Est-ce que c'est un vaccin ARN messager? De quelle marque il s'agit? Maintenant, on connaît Pfizer, Moderna pour les vaccins, AstraZeneca pour les vaccins COVID-19. Est-ce que ça se peut que les gens veulent savoir ça pour leur vaccin antigrippal? Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est quoi le mécanisme? C'est quoi son efficacité? Je pense que l'efficacité vaccinale a été mise de l'avant durant la COVID-19 aussi. On a parlé beaucoup de ça pour les vaccins contre la COVID-19. Donc, il faut être prêt à répondre aux questions en utilisant un langage simple et des informations précises en tenant compte de la culture et de l'âge des personnes concernées. Et c'est important de fournir des informations sur l'impact possiblement grave de la maladie et ensuite comparer ça à l'efficacité globale des vaccins. Soyez prêts à discuter des risques potentiels du vaccin contre la grippe et de l'administration simultanée d'autres vaccins. Soyez prêts aussi à discuter, à expliquer pourquoi les pratiques alternatives ne peuvent pas remplacer les vaccins. Prochaine diapo. Il y a des facteurs clés qui peuvent influencer l'hésitation vaccinale. Et on a un modèle des 5 C qui est traduit de l'anglais, mais qui résume les facteurs clés qui peuvent influencer l'hésitation vaccinale. Et ces raisons qui peuvent être quand même variées et complexes. Donc, quand on a une discussion avec un patient qui a de l'hésitation à se faire vacciner, euh, on peut penser à ces 5 C de confiance, complaisance, commodité, calcul et collectivité ou responsabilité collective. Pour ce qui est de la confiance, c'est le degré de confiance à l'égard de l'efficacité de l'inocuité des vaccins, des organisations qui admettent ces vaccins-là et des motifs de ceux qui établissent les politiques vaccinales. Et je pense qu'il peut y avoir énormément de variabilité par rapport à ce degré de confiance ou manque de confiance. Et ça peut vraiment être influencé par l'expérience personnelle, la culture, les personnes avec qui elle se tient, qui peuvent influencer cette confiance-là. Donc, c'est important de gratter un peu et de creuser pour voir quelles sont ces raisons. La complaisance, c'est une perception que les risques de maladies évitables par la vaccination sont faibles et que les vaccinations ne sont pas nécessaires. Donc, je pense qu'on a des informations pour pouvoir contrer ça. La commodité, c'est la mesure dans laquelle les vaccins sont disponibles, abordables, accessibles et la capacité des personnes de comprendre des besoins dans vaccination, donc la littératie linguistique et de santé. Calcul. Participation individuelle à une recherche d'informations approfondies et à l'évaluation des risques d'infection et de ceux liés à la vaccination. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous jusqu'à un certain point dans notre tête. On regarde les pour et les contre, les risques et les bénéfices, puis on essaie de voir c'est de quel côté qu'on va tomber ou quel côté sont plus importants en termes de proportion par rapport à nous. La collectivité, c'est la mesure à quel point une personne est prête à protéger les autres en se faisant vacciner. Et ça peut être un aspect positif pour aller chercher ou contrer l'hésitation vaccinale, c'est d'essayer de faire appel à cette responsabilité collective. Oui, tout à fait. Prochaine diapo. Les facteurs qui influencent l'adoption des vaccins, il y a récemment eu un cadre relatif aux facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination de l'OMS. Et ça peut être résumé par les
principaux facteurs qui influencent l'adoption des vaccins. À gauche, en jaune, on a les opinions et les sentiments. Donc, le risque de la maladie qui est perçu, tel que perçu par la personne, la confiance dans les vaccins. Vous voyez qu'il y a beaucoup des éléments qui reviennent des 5C. Euh, la confiance dans les vaccins inclut les avantages ainsi que l'innocuité et la confiance des organismes qui développent et administrent les vaccins. Les processus sociaux, ce sont les normes sociales, entre autres le soutien de la famille, des responsables religieux, la recommandation d'un agent de santé, on a parlé de ça tantôt, équité entre les genres, la motivation. Donc, ces facteurs-là vont influencer la motivation, donc l'intention de recevoir les vaccins recommandés. Ensuite, il y a des aspects pratiques tels que la disponibilité, l'accessibilité économique, la facilité d'accès, la qualité des services et le respect du prestataire qui vont aussi finalement influencer l'acte de se faire vacciner, la décision de se faire vacciner et l'adoption des vaccins recommandés. Prochaine diapo. Donc, il est essentiel de comprendre les facteurs qui freinent la vaccination pour entamer des discussions constructives sur les vaccins. Premièrement, c'est important d'être transparent sur les risques et les avantages de la vaccination et d'informer les clients des risques de ne pas se faire vacciner. Donc, les gens pensent souvent aux risques potentiels ou théoriques d'un vaccin, mais pensent moins aux risques de leur décision de ne pas se faire vacciner. Il faut créer un espace sûr, sécuritaire pour des discussions sur la vaccination. Essayer de pratiquer l'écoute active et de créer des occasions de connaître les questions, les valeurs et les expériences des clients en matière de vaccination. Essayer d'activer les bonnes émotions, donc les émotions positives. Donc, faites intentionnellement appel à des émotions positives telles que la protection, les soins personnels et l'esprit de communauté, plutôt qu'à évoquer la honte, la tristesse ou la culpabilité. En tout temps, c'est important d'éviter les jugements et les étiquettes. Prochaine diapo. Donc, ici, les principaux points à retenir pour combattre l'hésitation à se faire vacciner, c'est de premièrement discuter de l'importance des vaccins antigrippaux avec vos clients, en particulier s'ils sont à risque d'accru de complications liées à la grippe, s'ils sont capables de transmettre la grippe aux personnes à haut risque, s'ils présentent un risque élevé d'autres virus respiratoires ou pour les fournisseurs de services communautaires essentiels. C'est important de chercher à comprendre les facteurs qui empêchent les gens de se faire vacciner en entamant des discussions sur les vaccins qui sont respectueuses, adaptées à la culture et à l'âge des participants et qui tiennent compte de la diversité de leurs besoins. Et utiliser le cadre relatif aux facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination pour identifier et aborder les obstacles à l'adoption des vaccins, donc les opinions, les sentiments, les processus sociaux, la motivation et finalement les aspects pratiques qui vont mener à l'adoption des vaccins. Prochaine diapo. À toi. Alors, merci. Nous voilà arrivés à notre deuxième question interactive. C'est une question à choix multiple. Alors, dans le cadre relatif aux facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination développé par l'Organisation mondiale de la santé, les normes sociales et les recommandations des professionnels de la santé font partie de ce facteur clé. S'agit-il de A, opinion et sentiments, B, processus sociaux, C, motivation ou D, aspect pratique. Alors, encore une fois, il s'agit de choisir l'option ou la réponse que vous voulez directement à l'écran dans la fenêtre qui s'est ouverte. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour le remplir, puis on pourra regarder la réponse. Alors, encore quelques secondes. Ah, voilà. Alors, il y a eu des choix euh, partagés. Alors, la bonne réponse était B, processus sociaux. Plusieurs d'entre vous l'ont eu. Donc, les interventions sociales peuvent inclure l'engagement de la communauté, des messages positifs sur les normes sociales, des champions, des défenseurs des vaccins et des recommandations de la vaccination de la part des professionnels de santé. Merci. Alors,
pour la prochaine section, je vais encore une fois passer la parole au Dr Papenburg qui va nous parler des recommandations du CCNMI. Alors, à vous, Dr Papenburg. Merci, Claudine. Donc, c'est ça, on va parler des recommandations antigrippales du CCNI. Prochaine diapo. Bon, c'est quoi le CCNI? C'est un organisme consultatif d'experts qui bénévolement fournissent des conseils indépendants à l'Agence de la santé publique du Canada sur l'utilisation optimale des vaccins au Canada. Le CCNI ensuite formule des recommandations concernant la vaccination des individus et des programmes de vaccination. Les provinces et les territoires, toutefois, sont responsables de leur politique en matière de vaccins et de leurs programmes d'immunisation. Donc, c'est important de comprendre que les recommandations du CCNI peuvent être plus larges ou plus restreintes par rapport aux conditions d'utilisation approuvées par Santé Canada. Et ça, c'est parce que Santé Canada regarde vraiment l'efficacité et l'innocuité ou la sécurité du vaccin, alors que le CCNI, c'est certain que ces deux éléments-là sont primordiaux dans les recommandations. Toutefois, le CCNI va regarder plus large pour le contexte canadien en termes de l'utilisation des vaccins par rapport à c'est quoi l'épidémiologie de la maladie au Canada, c'est quoi les autres produits qui sont disponibles au Canada pour prévenir cette maladie-là, et aussi les facteurs d'équité, éthique, faisabilité, acceptabilité chez la population canadienne, ainsi que des données économiques au coût-efficacité dans le contexte canadien. Et toutes ces choses-là ne sont pas partie de la revue de Santé Canada lorsqu'ils approuvent un médicament ou un vaccin. Donc, chaque année, le CCNI publie une déclaration sur la vaccination contre la grippe saisonnière et il informe cette déclaration informe les fournisseurs de soins de santé sur l'utilisation optimale des vaccins disponibles contre la grippe au Canada et en se fondant sur les informations les plus récentes. On peut trouver la déclaration pour l'année 23-24 en ligne ainsi qu'un résumé en langage clair et simple de la déclaration est aussi disponible sur Internet. Prochaine diapo. Le chapitre du Guide canadien d'immunisation sur le vaccin antigrippal résume les principales informations cliniques sur l'administration du vaccin antigrippal saisonnier à l'intention des vaccinateurs. Cette année, dans le cadre d'un processus de modernisation visant à améliorer la lisibilité et l'accès à l'information, la déclaration du CCNI sur la grippe est désormais séparée du chapitre sur le vaccin antigrippal du Guide canadien d'immunisation. Prochaine diapo. Donc, le CCNI recommande que toute personne âgée de 6 mois et plus qui ne présente pas une contre-indication au vaccin antigrippal devrait se faire vacciner contre la grippe à chaque saison. Notamment les personnes présentant un risque élevé de complications ou d'hospitalisation liées à la grippe, les personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé, ainsi que d'autres personnes ayant un risque accru d'exposition. Prochaine diapo. Bon, on définit les personnes présentant un risque élevé de complications ou d'hospitalisation liées à la grippe comme certains groupes, tels que tous les enfants en bas de 5 ans, en particulier ceux qui ont moins de 2 ans, toutes les personnes enceintes, les personnes de tout âge qui résident dans des maisons de retraite ou d'autres établissements de soins de longue durée, les personnes adultes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes autochtones. Aussi, les enfants et les adultes qui présentent des problèmes de santé chroniques qui sont considérés à haut risque sont celles-ci: les maladies cardiaques ou pulmonaires, le diabète et les autres maladies métaboliques, le cancer, les troubles liés à l'immunodépression ou l'immunosuppression, la néphropathie, l'anémie ou l'hémoglobinopathie. On peut penser à l'anémie falciforme, entre autres. Les troubles neurologiques ou de développement neurologique, en particulier où est-ce qu'on a des problèmes à gérer les sécrétions respiratoires. L'obésité morbide, donc un indice de masse corporelle de 40 ou plus. Et les enfants âgés de 6 mois à 18 ans qui sont sous traitement avec l'aspirine pendant de longues périodes à cause du risque du syndrome de Rye avec infection influenza. Prochaine diapo. Les personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé
élevé. On pense au travers de la santé, aux autres fournisseurs de soins de santé dans les établissements et hors établissement. Donc, travailleurs de santé et personnes qui fournissent des services de soins aux communautés communautaires essentielles, les travailleurs d'intervention d'urgence, les personnes qui travaillent dans les établissements de soins continus ou de longue durée, les personnes qui fournissent des soins à domicile, les étudiants des services de soins de santé connexes et les visiteurs réguliers. Ces personnes, ça peut aussi comprendre toute personne rémunérée ou non qui fournit des services, travaille, fait du bénévolat ou fonde le personnel dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé. En raison de leur profession et de leur contact étroit avec des personnes susceptibles d'être infectées par la grippe, ils courent eux-mêmes un risque accru de transmettre d'acquérir l'infection, et de la transmettre par après. Prochaine diapo. Qui sont ces personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé? Les contacts familiaux, adultes et enfants de personnes à risque élevé de complications liées à la grippe, que ces dernières aient été vaccinées ou non. Donc, les contacts familiaux de personnes à risque élevé, les contacts familiaux de nourrissons âgés de moins de 6 mois, parce qu'on ne peut pas les vacciner en bas de 6 mois, et les membres d'un ménage devant accueillir un nouveau-né durant la saison grippale. Donc, on parle un peu d'une idée de cocooning pour protéger le nouveau-né. Les personnes qui s'occupent régulièrement d'enfants de 0 à 59 mois, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, et les personnes qui fournissent des services à des sujets à risque élevé dans un milieu fermé ou relativement fermé, par exemple l'équipage d'un navire de croisière. Prochaine diapo. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui pourraient présenter un risque d'exposition plus élevé. Les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels, les personnes en contact direct avec de la volaille infectée par le virus de la grippe aviaire durant les activités d'abattage. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut réduire le risque d'une co-infection entraînant un potentiel théorique de réassortiment des gènes entre les virus humains et les virus aviaires. Donc, ce n'est pas que la vaccination va prévenir une infection à virus influenza aviaire, mais on ne veut pas qu'une personne infectée avec un virus humain soit aussi infectée avec un virus aviaire. Donc, on peut prévenir cette infection de virus humain avec la vaccination antigrippale. Prochaine diapo. Quoi de neuf en 2023-2024 dans nos recommandations? Donc, il y a certains renseignements qui sont nouveaux ou mis à jour. Il y a cette nouvelle déclaration complémentaire sur l'utilisation de la vaccination antigrippale durant la grossesse et que le CCNI continue de recommander fortement que les vaccins antigrippaux soient proposés chaque année à n'importe quel stade de la grossesse, c'est-à-dire n'importe quel trimestre. Les directives sur l'administration concomitante du vaccin antigrippal et du vaccin contre la COVID-19. Le CCNI dit que le vaccin contre la COVID-19 peut être donné en même temps qu'un vaccin antigrippal ou en tout temps, avant ou après, chez les personnes de 6 mois et plus. Avant, cette recommandation était pour les personnes de 5 ans et plus seulement. L'autorisation et la disponibilité du vaccin antigrippal trivalent inactivé à dose standard il n'est plus disponible au Canada. En 2023-24, ce sont tous des vaccins quadrivalents inactivés à dose standard. Il y a aussi une présentation actualisée de la déclaration, telle qu'on a mentionné. Il y a un processus de modernisation visant à améliorer la lisibilité et l'accès à l'information de la déclaration ainsi que le chapitre sur le vaccin antigrippal du Guide canadien d'immunisation. Prochaine diapo. Aussi des informations actualisées sur l'indication d'âge pour le Flucelvax Quad. C'est un vaccin quadrivalent en culture cellulaire. Il peut être donné aux personnes de 6 mois et plus. Le vaccin Influvac Tetra peut être donné aux personnes de 3 ans et plus et parce qu'il y a un manque de données probantes pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Ensuite, les types de vaccins antigrippaux disponibles au Canada, il y a aussi une petite mise à jour, une actualisation de cette liste-là. Prochaine diapo. Pour ce qui est du calendrier vaccinal contre la grippe saisonnière, comme vous voyez, presque tout le monde, c'est une indication pour une dose, à part les enfants âgés de 6 mois
à 8 ans, ou c'est-à-dire moins de 9 ans, qui n'ont jamais reçu un vaccin antigrippal dans une saison antérieure. Donc, pour cette première saison chez ces enfants-là, on recommande 2 doses à un intervalle de 4 semaines. Prochaine diapo. Bon, il y a quand même certaines contre-indications pour le vaccin antigrippal. En particulier, les personnes qui ont déjà reçu une réaction anaphylactique à un des composants du vaccin, avec l'exception de l'œuf. Il y a une section sur ces allergies aux œufs dans le Guide canadien d'immunisation. Les personnes qui ont présenté un syndrome de Guillain-Barré dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale, à moins qu'une autre cause du syndrome de Guillain-Barré n'ait été établie, c'est une contre-indication en ce moment, ou du moins une précaution importante à prendre et à discuter avec le patient. Les nourrissons âgés de moins de 6 mois, c'est une contre-indication, ce n'est pas indiqué parce que le vaccin ne fonctionne pas malheureusement en bas de 6 mois. Ce sont des contre-indications pour les vaccins antigrippaux. Pour les autres vaccins et leurs contre-indications, référez-vous aux déclarations du CCNI, ou le Guide canadien d'immunisation ou la monographie du produit. On sait que la vaccination antigrippale doit généralement être reportée chez les personnes souffrant d'une maladie aiguë grave, mais pas en cas de maladie aiguë mineure ou modérée. En autres mots, si quelqu'un a un rhume, ce n'est pas une raison pour remettre à plus tard le vaccin antigrippal. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, là, plus spécifiquement, pour le vaccin antigrippal vivant atténué, il y a d'autres contre-indications. Les personnes dont l'immunité est compromise par une maladie sous-jacente, un traitement ou les deux, à l'exception des enfants qui ont une infection en VIH qui est stable sous traitement antirétroviral et dont la fonction immunitaire est adéquate. Les personnes souffrant d'asthme sévère, c'est-à-dire des personnes qui prennent des glucocorticoïdes par voie orale ou par inhalation à forte dose, ou qui ont une respiration sifflante active au moment de la vaccination. Les personnes qui ont un asthme stable, ce n'est pas une contre-indication pour le vaccin vivant atténué. Les personnes qui ont une respiration sifflante médicalement assistée dans les 7 jours précédant la vaccination en raison d'un risque accru de respiration sifflante suite à ce vaccin intranasal. Les enfants de moins de 24 mois en raison du risque accru de respiration sifflante après l'administration du vaccin vivant atténué intranasal. Les enfants de 2 à 17 ans qui reçoivent de l'aspirine à cause de risques théoriques de syndrome de Rye. Les personnes enceintes, et ça, c'est parce qu'on a une recommandation préférentielle pour d'autres produits disponibles pour les femmes enceintes pour lesquels on a plus d'informations par rapport à leur innocuité durant la grossesse. Prochaine diapo. Aussi, il faut prendre en considérer les précautions suivantes. Les agents antiviraux vont inactiver le virus vivant atténué du vaccin. Et donc, il ne faudrait pas donner un vaccin à quelqu'un qui a pris des antiviraux contre l'influenza jusqu'à 48 heures après l'arrêt de l'administration de cet antiviral. Et aussi, si jamais il y a un antiviral qui est prescrit dans les 2 semaines suite à la réception du vaccin vivant atténué, là, à ce moment-là, si un de ces deux conditions a eu lieu, il faudrait repenser à soit revacciner au moins 48 heures après l'arrêt des antiviraux ou tout simplement donner un vaccin grippal inactivé par injection à tout moment. Prochaine diapo. Voici le tableau qui indique les différentes doses et voies d'administration pour les produits qui sont disponibles au Canada. Je tiens à souligner quelques petits détails de différence. Par exemple, que le produit adjuvanté pédiatrique, c'est la moitié du volume, donc 0,25 ml, alors que le produit à haute dose pour les personnes âgées de 65 ans et plus, c'est 0,7 ml parce qu'il y a 4 fois plus d'antigènes dans ce produit.
et finalement que le vaccin vivant atténué intranasal est bien sûr donné dans les narines et non pas intramusculaire. Prochaine diapo. Donc, les principaux points à retenir dans cette partie, c'est que le CCNI a publié des recommandations à l'intention des fournisseurs de soins de santé sur le choix approprié du vaccin contre la grippe saisonnière pour la saison 2023-24, notamment des informations sur la grippe saisonnière et les vaccins antigrippaux, les produits vaccinaux recommandés pour des groupes et des âges spécifiques, leurs contre-indications, ainsi que la posologie et les voies d'administration. Et on peut revoir ces recommandations complètes dans la déclaration ainsi que le chapitre du Guide canadien d'immunisation. À toi, Claudine. Merci. Alors, nous voilà arrivés à notre dernier sondage interactif de la présentation. C'est encore une fois un choix multiple. Alors, lequel des groupes suivants est considéré comme une population à haut risque? A. Personnes en contact direct avec de la volaille infectée par le virus de la grippe aviaire durant les activités d'abattage. B. Adultes et enfants présentant des problèmes de santé chroniques à haut risque. C. Tous les enfants âgés de 6 à 59 mois. Ou D. Toutes ces réponses. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour remplir, choisir la réponse de votre choix. Encore quelques secondes. Alors, la bonne réponse est D, toutes ces réponses. Tous ces groupes sont considérés comme présentant un risque plus élevé. Alors, bien joué à la majorité qui l'ont eu. Alors, nous allons continuer avec la dernière partie. On va continuer à entendre le Dr. Papenburg. Alors, je vous laisse encore une fois la parole, Dr. Papenburg. On peut passer. Merci. On change de sujet un petit peu. On va parler des agents antiviraux. Prochaine diapo. Bon, on sait que la plupart des personnes qui sont atteintes de la grippe on va avoir une maladie pardon, vont avoir une maladie légère et n'auront pas besoin de soins médicaux ni de médicaments antiviraux. Toutefois, les antiviraux peuvent être administrés pour réduire les symptômes et les conséquences de la grippe. Et c'est important de pouvoir envisager cette prescription d'antiviraux parce qu'on sait que ça peut réduire la morbidité, la durée des symptômes et la mortalité et le risque d'hospitalisation lié à la grippe, en particulier pour les personnes présentant un risque élevé de maladies graves. Donc, on pense, c'est important de voir, quand on pense aux antiviraux, de voir c'est quoi le risque pour le patient de son infection à influenza, leurs antécédents pertinents, conditions médicaux, comorbidité, etc., et la durée et la gravité des symptômes, parce que les agents antiviraux sont le plus efficaces le plus rapidement qu'ils sont administrés, mais qu'avec une maladie plus grave, on peut traiter plus tardivement et quand même en tirer des bénéfices. Prochaine diapo. Voici les 4 médicaments qui sont autorisés au Canada pour le traitement de la grippe. Les 3 premiers sont des inhibiteurs de la neuraminidase. Le Tamiflu ou l'oseltamivir, c'est le mieux connu et le mieux utilisé, approuvé pour les personnes âgées de 1 an et plus. Toutefois, l'Association de médecins microbiologistes et infectiologues du Canada fait des recommandations au cas par cas pour les enfants bas d'1 an. Le zanamivir est une poudre en inhalation qui est administrée à travers un descaler ou un dispositif en plastique, autorisé uniquement pour les personnes âgées de 7 ans et plus, puisque ça prend quand même une certaine coordination pour pouvoir bien l'administrer et n'est pas recommandé chez les patients qui souffrent de maladies de voie respiratoire, par exemple l'asthme ou les maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOC. Le péramivir le seul qui est administré par voie intraveineuse, il n'est pas commercialisé au Canada, donc c'est uniquement par accès spécial qu'on peut l'obtenir. Et finalement, le baloxavir marboxyl est une nouvelle molécule qui a un autre mécanisme d'action et c'est un inhibiteur de la polymérase virale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une seule dose d'un antiviral administré oralement pour un traitement de grippe non sévère, donc en externe chez les patients âgés de
12 ans ou plus. Malheureusement, ce n'est pas encore commercialisé au Canada. Dernière petite note, c'est que l'amantadine, pour ceux qui ont travaillé assez longtemps pour s'en souvenir, qu'avant on le prescrivait contre la grippe, il reste déconseillé en raison de la résistance totale envers ce médicament-là chez les souches circulantes au Canada et ailleurs dans le monde. Prochaine diapo. Les principes généraux, on peut trouver ces principes dans le document de l'Association de Ami Canada, leur recommandation clinique. Malheureusement, le document est disponible en anglais seulement. Mais principalement, le traitement devrait être initié le plus rapidement possible après le début de la maladie, car les bénéfices du traitement sont bien plus importants s'il est initié à moins le plus rapidement possible. Donc, en 48 heures, c'est là le cut-off pour la plupart des essais randomisés cliniques qui ont démontré l'efficacité de ces agents-là. Mais on peut considérer quand même l'administrer s'il y a eu un intervalle plus long que 48 heures depuis le début de la maladie, si le patient est suffisamment malade pour nécessiter une hospitalisation, si c'est une maladie progressive, grave ou compliquée, on parle là d'une pneumonie à influenza, ou quel que soit l'état de santé antérieur du patient, ou si le patient appartient à un groupe à haut risque de maladie grave, encore là, on peut considérer le traitement même si ça fait plus que 48 heures. Prochaine diapo. Il y a eu une mise à jour en 2023. Ça va être disponible sous peu. J'ai regardé hier et ce n'est pas encore disponible sur le site de JAMI, le Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Diseases Canada. On a parlé dans ce document aussi de la chimioprophylaxie avec les inhibiteurs de neuraminidase. Ça demeure quand même un point relativement litigieux, mais on a des recommandations par rapport à ça. Les lignes directrices aussi ont fait un survol de la saison grippale récente, de la prévention de la grippe, l'utilisation des antiviraux pour réduire le fardeau de la maladie sur le système de santé, le rôle du dépistage des virus respiratoires par test hautement multiplexé et aussi les questions émergentes liées au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène. Je ne sais pas si c'est au courant, mais il y a eu plus de détections dans la dernière année, une augmentation des détections, incluant des détections au Canada. Donc, on a fait une mise à jour là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois que c'est à Claudine une dernière fois. Oui, merci. Alors, les professionnels de la santé pourront trouver ces ressources qui ont été mises à jour récemment très utiles pour fournir à leurs patients ou à leurs clients en préparation à la vaccination, y compris le vaccin antigrippal. Ces ressources-là ne peuvent être téléchargées qu'en anglais et en français sur le site canada.ca. Alors, je vous invite à les regarder. Ah, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, Dr. Pappenberg, pour votre présentation. Avant de passer à la période de questions et réponses, s'il y a des questions et réponses, j'aimerais attirer votre attention sur le code QR que vous voyez sur votre écran. Alors, nous vous invitons à le scanner, le dit code QR, à l'aide de votre appareil photo, de votre téléphone cellulaire et à remplir notre évaluation pour ce webinaire. Elle est très courte. Maintenant, on passera normalement à la période de questions et réponses. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions en ce moment. Si quelqu'un se précipite sur son clavier pour l'écrire maintenant, on pourra l'apprendre. Sinon, pendant que je donne une petite minute, je voudrais vous rappeler que une vidéo de la présentation et une copie de la présentation seront disponibles sur le site web du ccnmi.ca. On a aussi inclus des diapositives supplémentaires à l'intérieur de la présentation qui, pour des raisons de temps, n'ont pas été présentées aujourd'hui, mais qui vont être en ligne. Elles comprennent des informations sur les vaccins qui sont disponibles au Canada et ceux qui ne le sont pas pour la saison 2023-2024. Il y a aussi des liens vers la déclaration du CCNI, le Guide canadien d'immunisation et les directives de AMI Canada sur l'utilisation des médicaments antiviraux. Il existe également un algorithme mis à jour pour le traitement antiviral pour la saison 2023.
On y a aussi inclus des liens vers des ressources gratuites pour les travailleurs de première ligne, des affiches de sensibilisation à la grippe à imprimer, des comptes de médias sociaux à partager, ainsi que des informations sur le nouveau programme de soutien aux victimes d'une vaccination. Nous vous encourageons donc à consulter toutes ces ressources gratuites supplémentaires. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Alors, voyant ceci, je pense qu'on va passer directement à remercier notre conférencier qui nous a parlé aujourd'hui, qui nous a présenté beaucoup d'informations, son travail. Alors, merci encore, Dr. Pappenberg. Alors, je vous rappelle encore qu'une copie de la présentation ainsi que de l'enregistrement sera publiée sur le site web du ccnmi.ca. Un lien va être envoyé à tous les participants du webinaire d'aujourd'hui lorsque la vidéo va être prête à être visionnée. Je vous rappelle encore une fois de bien vouloir remplir notre évaluation. On apprécie beaucoup votre retour d'information. Ces évaluations sont importantes pour la planification future. Finalement, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.